Novembre 1944. Hiver européen. Une forteresse qui n'était jamais tombée depuis 1600 ans se dresse défiant dans le brouillard. Metz la place forte imprenable de l'Allemagne. Patton l'attaque malgré tout. Jour après jour, ses chars disparaissent dans la fumée. Son infanterie est fauchée par des armes enterrées sous plus de 12 mètres de béton armé. La pluie transforme les champs en bourbiers. La Moselle déborde. Les munitions viennent à manquer. Pour la première fois depuis la Normandie, l'avance de Patton s'arrête. Lorsque les rapports parviennent à Londres, Winston Churchill rend un verdict brutal, une phrase qui stupéfie même ses généraux. Si Patton brise Metz, il brise l'échine de l'armée allemande. 3 semaines plus tard, Patton accomplit l'impossible. Il capture 50 000 soldats allemands et s'empare de la forteresse que le Kaiser Napoléon et les Romains n'avaient jamais réussi à prendre. Voici ce que Churchill a réellement dit lorsque le commandant le plus agressif de l'Amérique affronta la forteresse la plus puissante de l'Allemagne et l'emporta. Septembre 1944, la 3e armée américaine du lieutenant-général George Smith Patton, Jr. était restée irrésistible depuis sa percée de Normandie en août. En seulement 4 semaines, ses forces avaient parcouru plus de 400 kilomètres, libéré de vastes territoires et écrasé toutes les positions défensives allemandes rencontrées. Vitesse, agressivité et audace avaient en fait de Patton une légende. Puis, il atteignit Metz. La ville forteresse se dressait sur la Moselle, dans l'est de la France, territoire techniquement français, mais construite et fortifiée par les Allemands, après sa conquête en 1870. Depuis 1600 ans, Metz n'était jamais tombé face à un assaut direct. Les Romains l'avaient fortifiée. Les armées médiévales l'avaient assiégée sans succès. Napoléon ne l'avait prise que par la ruse, non par la force. Et en 1870, après avoir vaincu la France, l'Allemagne transforma Metz en la position fortifiée la plus puissante d'Europe occidentale. Entre 1870 et 1916, les ingénieurs militaires allemands construisirent 43 forts, interconnectés, disposés en anneaux concentriques autour de Metz. Ce n'étaient même pas des châteaux médiévaux. C'étaient des forteresses modernes, dotées de béton armé, renforcées d'acier, atteignant jusqu'à 12 mètres d'épaisseur, dans les zones critiques de casernement souterrain, de dépôts de munitions de batteries d'artillerie et de positions défensives, conçues pour résister à des bombardements prolongés par les armes les plus puissantes de l'époque. Le fort de Driant, situé à environ 8 km au sud-ouest de la ville, incarnait le génie de l'ingénierie allemande. Ses batteries principales étaient équipées de canons de 150 mm, capables d'engager des cibles à plusieurs kilomètres. Des positions de mitrailleuses installées dans des coupoles blindées offraient des champs de tir croisés. Des tunnels souterrains reliaient de multiples positions défensives, permettant aux défenseurs de se déplacer à l'abri des regards et de surgir là où les attaquants ne les attendaient pas. De profonds fossés, des réseaux de barbelés et des champs de mines entouraient l'ensemble du complexe. Lorsque la 3e armée atteignit Metz en septembre 1944, le service de renseignement de Patton l'assura que les fortifications étaient sous-dotées en effectifs et pouvaient être prises rapidement. Après tout, la 3e armée avait submergé toutes les positions défensives allemandes depuis la Normandie. Des forts dépassés, aussi impressionnantes que fut leur construction, ne pouvaient sûrement pas arrêter la puissance de feu américaine moderne, combinée à la supériorité aérienne et à la mobilité blindée. Les défenseurs allemands savaient que c'était faux. Le général Otto von Knobelsdorff, commandant la 1re armée, avait rassemblé une force composite.
La 462e division Volksgrenadier en constituait le noyau renforcé par des éléments de la 17e division SS Panzergrenadier, des bataillons d'artillerie de forteresse, des troupes de régiments d'instruction et des rescapés d'unités brisées lors de la retraite à travers la France. L'effectif total atteignait peut-être 20 000 à 25 000 soldats, largement inférieur en nombre à la 3e armée. Mais Knobelsdorff possédait un atout inestimable des fortifications qui multipliait considérablement l'efficacité défensive de ses forces. Chaque fort transformait pratiquement une garnison de taille compagnie en une force dotée de la puissance défensive d'un bataillon. Les bunkers, en béton, étaient imperméables à tout, sauf à l'artillerie la plus lourde. Les champs de tir croisés signifiant que les attaquants faisaient face à des tirs simultanés, provenant de plusieurs directions, tandis que les défenseurs combattaient pour les accès mêmes de l'Allemagne. Ils ne reculeraient pas. Adolf Hitler désigna personnellement Metz comme ville-forteresse, ordonnant qu'elle soit tenue à tout prix. Toute reddition, sans l'approbation personnelle d'Hitler, était interdite, et Hitler n'aurait jamais donné son accord. Pour le dictateur allemand, Metz représentait bien plus qu'une position militaire. Elle symbolisait la détermination de l'Allemagne à défendre chaque centimètre de territoire. Les premières tentatives de Patton pour prendre Metz d'assaut à la mi-septembre furent des échecs catastrophiques. Les unités d'infanterie tentant de franchir la Moselle furent décimées par des tirs de mitrailleuses provenant de positions invisibles. Les bombardements d'artillerie, qui avaient anéanti les défenses de campagne allemandes à travers la France, eurent un effet minimal sur les fortifications de Metz. Les obus capables de détruire des bunkers de sacs de sable et de bois ne faisaient qu'érafler le béton et l'acier, conçus pour résister à des bombardements prolongés. Les chars américains, forces de frappe mobiles qui avaient propulsé l'avance spectaculaire de la 3e armée, se révélèrent inutiles contre les fortifications. Les canons des chars ne pouvaient pas s'élever suffisamment pour atteindre les positions de tir. Les accès étroits au fort canalisaient les blindés dans des zones de destruction où les armes anti-chars allemandes détruisaient les véhicules avant même qu'ils puissent engager le combat. À la fin du mois de septembre, l'avance fulgurante de Patton s'était complètement enlisée. Pour aggraver encore la situation, le commandant suprême, Dwight D. Eisenhower, avait détourné carburant et munitions vers l'opération Market Garden du maréchal britannique Montgomery aux Pays-Bas. La 3e armée opérait désormais avec des approvisionnements réduits au moment même où elle affrontait la position défensive la plus difficile de toute la campagne. Patton, qui prospérait grâce à la vitesse et au mouvement, se retrouva contraint de mener une guerre de siège lente, méthodique et sanglante. Le 27 septembre 1944, Patton décida de faire un exemple du fort Driant, la position la plus puissante de l'anneau défensif de Metz. Un assaut victorieux briserait le moral allemand, démontrerait la puissance américaine et redonnerait de l'élan à l'offensive. Les renseignements indiquaient que le fort était faiblement défendu, peut-être par 100 à 200 hommes. La réalité fut catastrophiquement différente. À 14h15, les P-47 Thunderbolt du 9e commandement aérien tactique attaquèrent le fort Driant avec des bombes de 1000 livres et du napalm. Les bombardements furent spectaculaires. D'énormes explosions créèrent des champignons de fumée visibles à des kilomètres. Mais lorsque la fumée se dissipa, le fort était pratiquement intact. La construction en béton, armée renforcée d'acier, conçue par les ingénieurs allemands pour résister à l'artillerie la plus lourde de la Première Guerre mondiale, avait absorbé le choc. Des cratères apparurent en surface
mais les installations souterraines restèrent intactes. Vint ensuite l'artillerie. Les obusiers de 203 mm de la 3e armée les plus puissants disponibles ouvrirent un feu soutenu. Là encore, l'effet fut minime. Les obus capables de raser des bâtiments et de détruire des fortifications de campagne ne faisaient qu'érafler la structure du fort Driant. Certains projectiles pénétrèrent les murs extérieurs sans toutefois atteindre les positions internes vitales. À 17 heures, l'infanterie du 11e régiment d'infanterie de la 5e division d'infanterie lança l'assaut. Les compagnies E et B avancèrent vers le fort, appuyées par des chasseurs de chars du 810e bataillon de chasseurs de chars. Elles entrèrent dans un cauchemar. Les mitrailleuses allemandes tiraient depuis des coupoles blindées que les armes américaines ne pouvaient percer. Des mortiers s'abattaient depuis des positions impossibles à localiser. Des réseaux de barbelés en grande partie dissimulés dans les hautes herbes empêtraient les soldats tentant d'atteindre les murs du fort. Les chasseurs de chars, conçus pour la guerre mobile contre les blindés allemands, se révélèrent inutiles. Leurs canons ne pouvaient même pas s'élever suffisamment pour atteindre les positions de tir du fort. Lorsqu'ils manœuvrèrent pour obtenir de meilleurs angles, les armes anti-chars allemandes détruisirent 3 véhicules avant que les autres ne se retirent. À la tombée de la nuit du 27 septembre, l'assaut avait complètement échoué. Les pertes américaines dépassaient 50% dans les unités engagées. Le terrain conquis était nul. Patton refusa d'accepter l'échec. « Je prendrai le fort Driant, même s'il faut pour cela chaque homme du 20e corps », déclara-t-il à son état-major. Davantage d'infanterie fut engagée. Les ingénieurs apportèrent des torpilles Bangalore et des charges creuses pour ouvrir des brèches dans les obstacles. Le 3 octobre, une attaque renouvelée parvint enfin à s'emparer d'un point d'appui dans le secteur sud-ouest du fort, une petite zone du toit où les soldats pouvaient trouver un abri relatif. Pendant 5 jours, l'infanterie américaine s'accrocha à des positions exposées sur le toit du fort Draiantas, tandis que les défenseurs allemands lançaient des contre-attaques depuis les tunnels souterrains. Les combats étaient surréalistes et terrifiants. Les Américains en surface tentaient de détruire le béton à l'explosif. Les Allemands en dessous surgissaient par des sorties dissimulées pour attaquer depuis des directions inattendues. Les communications étaient presque impossibles. Les radios ne fonctionnaient pas dans les tunnels. Les estafettes étaient tuées en tentant de transmettre les messages et l'appui d'artillerie risquait de frapper les positions américaines. Le 4 octobre marqua le point de crise. Le capitaine Jack Jerry, commandant la compagnie la plus avancée dans la pénétration américaine, envoya un coureur avec un message dévastateur. La situation est critique. Encore quelques barrages et une contre-attaque de plus, et nous sommes perdus. Nous n'avons plus d'hommes. Notre équipement est hors d'usage, et nous ne pouvons plus avancer. Le message parvint au quartier général et confirma ce que les commandants sur le terrain savaient déjà. Le fort Driant ne pouvait pas être pris par un assaut direct avec les forces et les tactiques disponibles. Pour aggraver encore la situation, les forts allemands voisins commencèrent à diriger des tirs d'artillerie sur les positions américaines au fort Driant. La nature interconnectée des défenses de Metz signifiait que l'attaque d'un seul fort attirait le feu de plusieurs autres. Les soldats américains se retrouvèrent pris entre les défenseurs allemands surgissant des tunnels en contrebas et les obus d'artillerie tombant depuis les positions environnantes. Le 9 octobre, Patton réunit les commandants de corps et de division. La discussion fut d'une franchise brutale.
plus de 500 soldats américains, tués blessés ou portés disparus, avaient été sacrifiés au fort Driant sans aucun résultat. Le général Leroy Irwin, commandant la 5e division d'infanterie, rapporta que ces régiments devenaient incapables de combattre en raison des pertes et de l'épuisement. D'autres opérations autour de Metz offraient davantage de perspectives que la poursuite de l'assaut contre le fort Driant. Patton prit alors la décision la plus difficile qu'un commandant puisse prendre. Il ordonna l'abandon de l'attaque. Du 12 au 13 octobre, les forces américaines se retirèrent du fort Driant sous le couvert de l'obscurité, détruisant ce qu'elles ne pouvaient évacuer. Les ingénieurs firent exploser plus de 6000 livres d'explosifs pour démolir les positions et le matériel. Le retrait fut achevé à l'aube. L'échec choqua la 3e armée jusque dans ses fondements. Depuis la Normandie, elle avait été irrésistible. Désormais, un seul fort, une position parmi des dizaines, l'avait arrêté pendant plus de 2 semaines. Octobre 1944, alors que la 3e armée saignait devant les fortifications de Metz, des rapports parvinrent à Londres, décrivant une résistance sans précédent. Le Premier ministre britannique, Winston Spencer Churchill, qui combattait l'Allemagne depuis 1939, étudia la situation avec la clairvoyance de quelqu'un qui comprenait à la fois les capacités allemandes et les enjeux de la bataille de Metz. Les instincts militaires de Churchill étaient légendaires. Il avait été premier lord de l'amirauté pendant la Première Guerre mondiale, avait commandé des troupes au combat et avait passé 5 années de la Seconde Guerre mondiale plongé dans la planification stratégique. Lorsqu'il fut informé que Patton le général, qui avait traversé la France à toute vitesse, était désormais bloqué devant une ville forteresse Churchill, en comprit immédiatement la portée. Lors d'une réunion avec ses chefs militaires, il prononça une phrase qui allait définir la manière dont le commandement allié percevrait la campagne de Metz. Si Patton brise Metz, il brise l'échine de l'armée allemande. Cette évaluation n'était pas une hyperbole. Churchill comprenait que Metz représentait bien plus qu'une ville fortifiée. Elle constituait le pivot psychologique de la stratégie défensive allemande à l'ouest. Metz protégeait les accès à la région industrielle de la Sarre, l'un des centres de production les plus importants de l'Allemagne. Perdre Metz signifiait que les armées alliées pourraient se déverser au cœur du territoire allemand. Mais plus encore, Metz n'était jamais tombé face à un assaut direct depuis 1600 ans. Sa capture anéantirait le moral allemand tout en prouvant que même les positions défensives les plus puissantes ne pouvaient arrêter les forces alliées. Churchill formula également une observation plus sombre, révélatrice de son respect pour les capacités de combat allemandes. Vous ne connaîtrez jamais la guerre tant que vous n'aurez pas combattu les Allemands. Ce n'était pas une approbation de l'Allemagne. Churchill avait consacré sa vie à sa défaite, mais il s'agissait d'une évaluation militaire professionnelle. Des troupes allemandes correctement positionnées et déterminées demeuraient des adversaires redoutables, quelles que soient les circonstances stratégiques générales. Cette remarque reflétait l'expérience de Churchill, acquise en 5 années de combat contre les forces allemandes sur plusieurs théâtres. Les armées britanniques avaient affronté les Allemands en Afrique du Nord, où l'Afrika Korps de Rommel avait démontré une brillante maîtrise tactique malgré une infériorité matérielle. Elle s'était battue en Italie, où les défenseurs allemands transformèrent chaque montagne et chaque rivière en forteresse. Churchill savait que des soldats allemands défendant leur patrie et retranchés dans des fortifications, construites sur plusieurs décennies, combattraient avec une férocité rendant la supériorité matérielle moins décisive. L'évaluation de Churchill
parvint au quartier général d'Eisenhower et renforça les inquiétudes croissantes du commandant suprême concernant l'impasse de Metz. La Troisième Armée, qui aurait dû foncer vers le Rhin, se retrouvait enfermée dans une guerre de siège qui annulait les avantages américains en mobilité et en puissance de feu. Ce retard donna aux forces allemandes, en retraite, le temps d'établir de nouvelles lignes défensives ailleurs et de se réorganiser en vue de ce qui deviendrait l'offensive des Ardennes. En décembre, Eisenhower autorisa l'attribution de ressources supplémentaires pour la campagne de Metz. De l'artillerie lourde, y compris de rares obusiers de 200 mm, fut affectée au 20e corps. Des bataillons du génie, dotés d'une expertise spécialisée en démolition, furent transférés à la Troisième Armée. Plus importante encore, Eisenhower approuva une offensive majeure, l'opération Madison, destinée à briser définitivement l'impasse de Metz par un encerclement systématique plutôt que par des assauts frontaux. Mais les ressources seules ne suffiraient pas à faire tomber Metz. La Troisième Armée avait besoin de nouvelles tactiques de patience et de la volonté de mener une guerre de siège longue et éprouvante en totale contradiction avec tout ce que Patton croyait de la guerre de mouvement. La question était de savoir si Patton pouvait adapter sa philosophie agressive à la réalité du combat contre des forteresses. Les mots de Churchill, briser l'échine de l'armée allemande, ne concernaient pas seulement l'importance tactique de Metz. Ils exprimaient une vérité plus profonde. Si les forces américaines pouvaient s'emparer d'une forteresse qui avait résisté à tous les assauts pendant 1600 ans, cela prouverait que les capacités défensives allemandes, aussi redoutables soient-elles, ne pouvaient arrêter la victoire alliée. L'impact psychologique de cette réussite se répercuterait dans tout le commandement militaire allemand et parmi les soldats défendant d'autres positions. Le 8 novembre 1944, après des semaines de préparation, la Troisième Armée lança l'opération Madison, une offensive coordonnée destinée à capturer enfin Metz en utilisant des tactiques entièrement différentes de celles des assauts ratés de septembre. Cette fois, il n'y aurait pas d'attaque frontale contre les fortifications. À la place double enveloppement, encerclement-isolement et réduction systématique. Le 20e corps du major général Walton Walker attaqua avec 3 divisions d'infanterie, les 5e, 90e et 95e. Le plan était élégant dans son principe, mais brutalement difficile dans son exécution. Les forces américaines devaient contourner les principales fortifications, couper les voies de ravitaillement menant à Metz, isoler les garnisons allemandes et forcer leur reddition par la famine et l'épuisement des munitions, plutôt que par l'assaut direct. Les conditions météorologiques étaient cauchemardesques. Des pluies incessantes transformaient les routes en rivières de boue. Les températures chutaient jusqu'au point de congélation durant la nuit. La Moselle déborda, emportant les tentatives des ingénieurs de construire des ponts. Les soldats combattirent à travers forêts et champs dans des conditions rendant la guerre de mouvement presque impossible. Les chars s'enlisèrent dans la boue. Les camions de ravitaillement ne parvenaient pas à atteindre les positions avancées. Les batteries d'artillerie s'enfonçaient dans les sols détrempés. Mais cette fois, les tactiques américaines fonctionnèrent en évitant les fortifications et en manœuvrant autour des points d'appui. La Troisième Armée neutralisa les avantages défensifs qu'il avait arrêtés en septembre. Les garnisons allemandes des forts périphériques se retrouvèrent coupées de leur ravitaillement et de tout renfort, sans nourriture, sans munitions et sans espoir de secours. Le moral s'effondra. Du 16 au 17 novembre, les forces américaines achevèrent l'encerclement de Metz. La ville était désormais une île encerclée par les unités de la Troisième Armée.
Le commandant allemand, le général Heinrich Kittel, comprit que sa position était sans issue, mais il ne pouvait pas se rendre. Les ordres d'Hitler l'interdisaient. Kittel espérait un secours des forces allemandes extérieures à la poche, mais aucun secours ne vint. Les armées allemandes, partout, battaient en retraite ou se défendaient désespérément. Metz était livrée à elle-même. Les 18 et 19 novembre, les forces américaines percèrent les défenses extérieures de Metz et pénétrèrent dans la ville. Les combats se transformèrent en affrontements, maison par maison, dans des rues que les défenseurs allemands avaient fortifiées. Chaque bâtiment devint une forteresse miniature, chaque carrefour une zone mortelle. Mais la supériorité numérique américaine, l'appui de l'artillerie et le contrôle du territoire environnant leur conférèrent des avantages décisifs. Le 21 novembre, des patrouilles américaines capturèrent le général Heinrich Kittel, blessé et caché dans un hôpital souterrain de l'île Chambière. Sa capture signala l'effondrement de la résistance organisée. Le 22 novembre, la garnison de Metz se rendit officiellement, livrant immédiatement plus de 6000 prisonniers, mais les forts tinrent encore. Le fort Dryand, qui avait repoussé l'assaut de septembre, résistait toujours avec plusieurs centaines de défenseurs, tout comme d'autres fortifications majeures. Pendant 3 semaines supplémentaires, les forces américaines réduisirent méthodiquement chaque fort, en utilisant des tactiques de siège-coupure de l'eau et des lignes de ravitaillement-concentration des tirs d'artillerie sur des positions précises et attente de l'épuisement des munitions et des vivres des garnisons allemandes. Le 6 décembre, le fort Driant, la position qui avait coûté 500 pertes à la 3e armée, en septembre, finit par se rendre. Sa garnison à court de munitions et abandonnée par son haut commandement, sortit des positions souterraines pour capituler. Lorsque les officiers américains visitèrent le fort après sa capture, ils comprirent pourquoi l'assaut de septembre avait échoué. Les fortifications étaient encore plus redoutables que ne l'avaient suggéré les renseignements, avec de multiples couches de défense, des positions dissimulées et des champs de tir croisés, rendant tout assaut direct suicidaire. À la mi-décembre, tous les principaux forts autour de Metz étaient tombés. Le bilan final des prisonniers allemands capturés dans la forteresse de Metz et dans l'ensemble de la campagne de Lorraine fut stupéfiant. Plus de 47 000 soldats se rendirent directement au 20e corps au cours des opérations de Metz, auxquelles s'ajoutèrent des prisonniers capturés par des unités adjacentes, portant le total des captures de la campagne de Lorraine à environ 75 000 soldats allemands. Ce chiffre était significatif, non seulement par son ampleur, mais aussi par ce qu'il représentait. Il ne s'agissait pas de troupes de l'arrière ou de divisions volksgrenadiers mal entraînées. Parmi eux figuraient des unités aguerries, des spécialistes de l'artillerie de forteresse et des soldats qui avaient combattu avec détermination et compétence. Leur capture retira des défenseurs expérimentés de l'ordre de bataille allemand à un moment où l'Allemagne avait désespérément besoin de chaque soldat entraîné. Le 13 décembre 1944, alors que les derniers défenseurs allemands de Metz se rendaient, Winston Churchill reçut les rapports détaillant l'issue de la campagne. Sa prédiction s'était révélée exacte. Patton avait brisé Metz et, ce faisant, avait brisé quelque chose de fondamental dans les capacités défensives allemandes. La réaction de Churchill met la satisfaction et reconnaissance sombre du coup payé. Les Américains ont prouvé qu'ils pouvaient réduire n'importe quelle position défensive avec suffisamment de détermination et de ressources, déclara-t-il à son état-major. Le sous-texte était clair, la supériorité matérielle lorsqu'elle est correctement employée
pouvait vaincre même les défenses les plus redoutables, mais à un prix mesuré en temps, en pertes humaines et en ressources. Les statistiques de la campagne de Metz dressaient un tableau saisissant. La Troisième Armée subit environ 29 000 pertes, tués, blessés et disparus au cours de la campagne de Lorraine de 3 mois, dont Metz fut le point central. La seule 5e division d'infanterie perdit plus de 7 000 hommes. Les pertes en chars dépassèrent 300 véhicules. Les dépenses en munitions d'artillerie furent énormes. Le prix de la chute de la forteresse qui n'était jamais tombée se mesura en sang et en acier. Mais les résultats stratégiques justifièrent ce coup. Plus de 47 000 prisonniers, allemands capturés à Metz, auxquels s'ajoutèrent d'autres forces détruites ou dispersées dans la campagne de Lorraine, représentèrent une dégradation substantielle des capacités défensives allemandes. L'impact psychologique fut tout aussi important. La propagande allemande proclamait Metz imprenable. Sa chute démontra qu'aucune position, quelles que soient ses fortifications ou son prestige historique, ne pouvait arrêter les forces alliées. La déclaration de Churchill, briser l'échine de l'armée allemande, se révéla prophétique bien au-delà de son impact militaire immédiat. La prise de Metz ouvrit les voies d'accès vers la région industrielle de la Sarre et plaça la Troisième Armée en position de lancer de futures offensives au cœur de l'Allemagne. Plus importante encore, elle brisa le mythe selon lequel des positions solidement fortifiées, tenues par des défenseurs déterminés, pouvaient retarder indéfiniment la victoire alliée. Pour Patton, Metz fut la leçon la plus dure de toute sa carrière. Le général qui excellait dans la vitesse et la mobilité avait été contraint de mener une guerre de siège longue et éprouvante en contradiction totale avec ses instincts. Ses premières tentatives d'assaut rapide avaient échoué de manière catastrophique. Le succès ne vint que lorsqu'il adopta des tactiques qu'il méprisait, l'encerclement patient, la réduction systématique et l'acceptation du fait que certains objectifs exigeaient du temps, quelle que soit l'agressivité mise à les poursuivre. Dans son journal, Patton écrivit « Metz a été plus difficile que tout ce que nous avons affronté à travers la France. Les fortifications étaient les plus redoutables que nous ne le pensions. Les défenseurs allemands ont combattu avec compétence et détermination. Nous avons gagné grâce à la supériorité du nombre des ressources et finalement de meilleures tactiques, mais cela a été de justesse. » Réfléchissant à la campagne, Eisenhower adressa à Patton un message soigneusement formulé, mêlant félicitations et critiques mesurées. La capture de Metz démontre la capacité de la Troisième Armée à venir à bout de n'importe quelle position défensive. Elle démontre également l'importance d'adapter les tactiques au terrain et aux capacités de l'ennemi, plutôt que de s'en remettre uniquement à l'action agressive. Les commandants britanniques, dont beaucoup doutaient des capacités tactiques américaines, reconnurent que la Troisième Armée avait accompli quelque chose que les forces britanniques n'avaient jamais tenté réduire un vaste système de forteresses, tout en menant simultanément des opérations offensives sur un large front. Montgomery, lui-même, rarement généreux, en éloges à l'égard des opérations américaines, admit « La campagne de Metz a montré que les Américains savent mener des sièges aussi bien que des batailles de mouvement. Ils ont appris rapidement et se sont adaptés efficacement. » L'ensemble du commandement allié tira de Metz des enseignements qui influenceraient les opérations pour le reste de la guerre. Les positions fortifiées exigeaient des tactiques spécialisées, des équipements adaptés et surtout de la patience. La vitesse et l'agressivité, si précieuses dans la guerre mobile, se révélaient insuffisantes face à des défenses correctement préparées. Les forces américaines, ayant tiré ces leçons à Metz,
les appliquerait lors des opérations futures contre les lignes défensives allemandes. Pour Churchill, Metz confirma la justesse de son évaluation, à la fois des capacités américaines et de la ténacité défensive allemande. Les Américains avaient de prouver qu'ils pouvaient briser n'importe quelle position avec suffisamment de détermination. Les Allemands avaient de prouver qu'ils combattraient avec férocité, même dans des situations désespérées. Ces deux enseignements façonnèrent la compréhension qu'avait Churchill du déroulement des dernières campagnes de la guerre. Lorsque l'Allemagne capitula en mai 1945, les historiens analysant la dernière année du conflit identifièrent presque unanimement Metz comme un tournant. Non parce qu'elle fut décisive stratégiquement, au sens de débarquement de Normandie ou de Stalingrad, mais parce qu'elle marqua le moment où les forces américaines démontrèrent qu'elles pouvaient surmonter n'importe quel obstacle défensif que l'Allemagne pouvait ériger. La forteresse qui n'était jamais tombée depuis 1600 ans céda devant la Troisième Armée en 3 mois. Les mots de Churchill s'étaient révélés exacts. Briser Metz, c'était briser l'échine de la confiance défensive allemande.